Bienvenue à ce quatrième épisode de l'heure du maintien, consacré aujourd'hui aux indépendants et aux intérimaires, donc à la fois les spécificités de ces travailleurs et puis les opportunités en matière de maintien. Nous accueillons pour cette matinée donc le docteur Martine Léonard, donc médecin inspecteur régional à l'adresse Grand Est, Léa Regnault, assistante de service social de l'assurance maladie, Véronique Visser, déléguée territoriale Grand Est, Bourgogne-Franche-Comté, merci de couvrir ces deux grandes régions donc pour le FAST été. Anne Lamancia, donc assistante de service social, maintien dans le projet professionnel au FAST été, et je suis accompagné donc d'Estelle qui va suivre les questions-réponses. Donc, je rappelle que vous pouvez poser des questions. On fera un petit point entre chaque séquence, entre indépendants et intérimaires, sur vos questions. On attrapera aussi des questions au fur et à mesure de cette heure. Et si vraiment il y a beaucoup de questions, on fera un question-réponse à l'issue de cette matinée. Voilà. Ce matin, donc, on va traiter côté indépendant ce que propose la loi de prévention en santé au travail concernant les indépendants, donc l'offre spécifique des services de santé au travail. On reviendra un peu sur le parcours de prévention de la désinsertion professionnelle pour les travailleurs indépendants et sur quelques dispositifs, je n'en dis pas plus, de soutien au maintien dans l'emploi ou à la prévention de la désinsertion. Et puis, côté intérimaire, pareil, les quelques éléments de la loi de prévention en santé au travail. Et puis, on a le plaisir donc d'accueillir le FAST été ce matin pour expliquer aussi l'intervention du FAST été sur donc l'aide aux intérimaires et notamment en matière de santé au travail et de reconversion et de maintien dans l'emploi. Je démarre directement sur les indépendants. Alors, pour rappeler déjà que quand on parle des indépendants, on parle essentiellement des commerçants, des artisans, des professions libérales. Je ne rentre pas dans les nouveaux emplois dont on discute s'ils sont des travailleurs indépendants ou pas. Rappeler aussi que donc, la protection sociale des indépendants est intégrée au régime général depuis 2020. Et peut-être, docteur Léonard, quelques mots simplement pour dire qu'est-ce qui caractérise finalement le statut d'indépendant au titre du maintien dans l'emploi. Je pense que la complexité du travail de l'indépendant rend le maintien dans l'emploi tout à fait spécifique et je pense que c'est très bien qu'on puisse en parler aujourd'hui. Déjà, l'indépendant, il travaille sur de multiples chantiers, souvent chez des particuliers et de ce fait, l'action en milieu de travail que pourrait proposer le service de prévention et de santé au travail est difficile, difficile d'accès. Par ailleurs, effectivement, jusqu'à présent, les indépendants n'étaient pas du tout suivis par les services de prévention et de santé au travail. Jusqu'à la loi du 2 août, il y avait eu quelques initiatives de conventionnement entre la caisse primaire d'assurance maladie et certains services qui n'est plus d'actualité, qui ne sont plus d'actualité, ces conventionnements. Donc, du coup, la loi a prévu que les indépendants qui le souhaitent peuvent s'affilier à des services de prévention et de santé au travail, ce qui n'est pas du même niveau qu'une adhésion, notamment au regard d'une obligation. Donc, ce n'est pas une obligation, c'est un aspect volontaire. Et également, l'offre qui sera faite aux indépendants va être diverse selon le service et oui, par rapport à la spécificité du travail. Ce qui est prévu au départ, c'est au moins des visites médicales, si j'ai bien suivi, et une offre sur le maintien dans l'emploi. Mais en fait, c'est chaque service de prévention et de santé au travail qui va faire son offre finalement au niveau des indépendants, c'est ça ?
Tout à fait, tout à fait. Et du coup, on en est où aujourd'hui donc c'est plutôt des choses à venir, mais on en est où aujourd'hui à l'échelle du Grand Alors, Est? oui, aujourd'hui, la plupart des services de prévention et de santé au travail sont en cours de réflexion sur quelle part de l'offre proposer, comment, par quels moyens. Mais certains services sont bien avancés, hein. L'un, par exemple, a mis sur le site du service ce qu'il propose pour les travailleurs indépendants. Donc, je vous lis, hein, un suivi médical annuel réalisé par un médecin du travail ou un infirmier de santé au travail. Et ce suivi a pour objectif d'évaluer la compatibilité de l'état de santé du travailleur indépendant avec l'exercice théorique de son métier, sur la base des déclarations qui seront faites et des éléments d'appréciation recueillis par les équipes médicales de santé au travail. Donc, effectivement, là, on est dans ce service sur une visite, avec des échanges sur la réalité du travail et ensuite, effectivement, un point sur cette compatibilité de poursuite du travail ou je dirais, de mise en œuvre de mesures de maintien dans l'emploi. Pour un autre service, je dirais alors, pour ce premier service, depuis que l'annonce est mise sur le site, il y a une dizaine d'appels sur le sujet d'indépendants et un seul est affilié. Donc voilà, on est vraiment sur des nombres d'affiliations extrêmement réduits pour les services qui sont déjà avancés sur cette proposition, hein. D'accord. Pour un autre service, alors il avait déjà anticipé avant la loi, notamment pour les indépendants qui devaient intervenir dans des grands groupes qui exigeaient ou demandaient, peut-être un petit peu au-delà des textes, on va dire, de loi, une visite pour tous ceux qui rentrent sur le site. Et du coup, ce service poursuit je dirais que cette offre pour les indépendants, mais là, c'est une offre de service équivalente que pour les autres adhérents, hein. Donc, voilà, c'était leur choix et actuellement, ils ont 2 demandes par an, ce service-là. Donc, vous D'accord. voyez qu'on est vraiment actuellement à la marge. Alors, ça serait bien de faire un point un petit peu plus tard, dans 1 an, pour voir comment les choses ont évolué sur ces affiliations. Alors du coup, donc ce sont des choses à venir, mais ce que vous soulignez, c'est que finalement, euh, c'est aussi à travers l'offre de prestations de services qu'on arrive à toucher les indépendants. Alors, j'enchaîne sur finalement ce qui, en termes de dispositifs d'appui en prévention de la désinsertion professionnelle et de maintien dans l'emploi. Donc, c'est aujourd'hui le régime général donc, qui assure la protection sociale des indépendants. Donc, il existe un parcours de prévention de la désinsertion professionnelle pour les indépendants. Madame Regnault, finalement, qu'est-ce que ça recouvre? Quelle différence il y a avec la PDP pour les salariés? Oui, alors bonjour à tous. En fait, sur le fond, l'accompagnement social, notre travail n'est pas tellement différent entre les salariés et les indépendants. Mais c'est vrai, ce qui est la spécificité, c'est surtout sur le volet, prévention de la désinsertion professionnelle où les dispositifs sont différents. Et puis, ce qui caractérise aussi le travail avec les indépendants, c'est qu'il y a une pression en termes de temps, que ce soit par rapport à la perte, financière, à la perte de la clientèle, surtout quand ils sont seuls à travailler. On peut, du coup solliciter plusieurs dispositifs spécialisés pour les travailleurs indépendants pour, aider, à la réalisation de ce parcours. Donc, il y a inscrit effectivement sur le diapositif l'AMA, donc l'aide au maintien dans l'activité. On peut donc trouver tous les dispositifs de l'AMA sur le site Amélie, le site de l'assurance maladie. Mais donc,
pour donner un exemple, l'AMA, elle peut contribuer à financer un aménagement de l'environnement professionnel, donc quand il y a besoin. Du coup, c'est vrai que la visite avec, le médecin du travail, éventuellement, un ergo sur le site de travail du travailleur indépendant. Je pense notamment à une situation là où, la personne est esthéticienne, donc elle a son cabinet, elle est seule et elle a sollicité le service de santé au travail et donc le médecin du travail va venir sur son lieu de travail avec un ergo pour voir si, il y a possibilité d'aménager l'environnement professionnel et voir si la personne va pouvoir reprendre. Et Donc il y a là, possibilité. pour reconnecter avec l'histoire du conventionnement, là, pour le coup, elle a signé une convention avec le service de santé au travail. Il y a eu une offre spécifique pour cette intervention, c'est ça? Oui, voilà, sur notre département, on a 2 services de santé au travail. Un qui a beaucoup, avancé déjà sur, l'offre aux travailleurs indépendants. Donc du coup, tout est déjà, paru, les cotisations sont votées. Donc là, elle a une adhésion à payer et ensuite elle a payé, la consultation. D'accord. Donc on va après voir avec justement l'AMA et donc pour nous, c'est la caisse primaire de Reims qui gère, les aides aux travailleurs indépendants pour, un financement de tout ou partie de ces consultations, qui avant étaient prises en charge dans le cadre du conventionnement qui a été fait sur l'année 2022. Donc voilà, ça change un peu notre façon de pratiquer, mais on marche petit à petit, hein, de toute façon, avec les travailleurs indépendants et la réglementation pour favoriser les aménagements et le maintien, si ce n'est dans l'emploi, en tout cas en emploi. Donc Mhm. voilà, l'AMA peut, prendre en charge aussi des frais de formation si, il y a besoin de s'orienter, de changer de travail ou de pratique. Donc voilà, ça, c'est tout ça, c'est retrouvable sur le site Amélie, sans souci pour, ce que l'AMA peut financer. Après pour vous donner une idée sur le département de l'Aube, sur les 350 accompagnements ouverts depuis le 1er janvier 2023, seuls 22 sont des travailleurs indépendants. Donc nous, on a une expérimentation avec une collègue, on les reçoit, tous à 2 sans question de sectorisation pour, justement acquérir un peu de savoir, de matière, de réseau surtout pour, les accompagner au mieux. Parce qu'on s'aperçoit que plus on pratique avec les indépendants, même si les statuts sont différents, au mieux on est capable de les accompagner. Donc voilà. La difficulté aussi avec les travailleurs indépendants, c'est comment les contacter? Parce Oui, c'est ça. qu'ils ont assez peu conscience qu'il y a ce service, pour eux et lors du premier contact, ils expriment qu'ils n'ont pas besoin d'aide. Donc voilà, c'était, vraiment l'enjeu, c'est de les contacter. Donc nous, on a, nos médecins conseils, les infirmières du service médical qui nous les orientent. La CPAM aussi par le biais des requêtes qu'ils font, pour les personnes qui sont en arrêt de plus de 2 mois. Donc là, on a, une secrétaire qui les appelle, qui les contacte pour leur proposer l'offre en expliquant qui on est, pourquoi est-ce que c'est un service social, qui fait ça. Il y a aussi les médecins traitants qui sont de plus en plus à même de nous les orienter et on arrive du coup sur HELP, ce dispositif qui du coup, rassemble la CAF, l'URSSAF, la CPAM, la CARSAT pour, un accès aux droits, un accès, à tous les droits qui sont concernés par ces institutions et qui du coup, quand on fait une demande à l'un, peut orienter vers tous les autres, dont la PDP et du coup, ça nous arrive à nous après. Oui, donc c'est aussi une source de signalement pour les indépendants et c'est aussi un outil que vous utilisez, Help, pour voilà, renvoyer sur tout ce qui concerne Mmh. les droits des indépendants. Voilà, nous-mêmes quand on a par exemple une personne orientée par le médecin conseil, on enclenche quelque chose au niveau de la PDP, mais on voit qu'au niveau, des cotisations URSSAF ou, des aides financières exceptionnelles, que ce soit au niveau des cotisations, au niveau d'autres choses, il pourrait y avoir des choses de faites. On remplit avec la personne ou, on lui indique juste comment remplir ce questionnaire HELP et elle exprime ses besoins qui vont du coup arriver dans les services concernés, les institutions concernées par le biais de ce questionnaire unique. Mmh. D'accord. Il y avait une question sur donc la réponse sera strictement indicative, mais si vous l'avez, c'était une question sur le coût d'une adhésion à un service de santé au travail pour un travailleur indépendant. Est-ce vous avez un repère là-dessus, même si c'est pas
Ce ne sera pas forcément le cas pour… Alors, j'ai pas actuellement de repères, mais je pourrais me renseigner et on pourra donner les éléments dans un question-réponse. Du coup, là, juste pour la personne qui a été reçue, donc c'est un service de santé au travail parmi les autres, il n'y a pas de règle, voilà. L'adhésion est de 50 €, la consultation de 99. D'accord. Voilà. Mais c'est vraiment un titre indicatif et pour l'instant, il n'y a pas de comparaison ou autre, quoi. Oui, alors moi, je sais juste qu'il y a un montant de droit d'entrée, mais dont je n'ai pas le montant. Donc voilà, je vous redirai. D'accord, merci. Il y avait une main levée, donc je précise au passage que on n'ouvre pas les micros individuellement puisque vous êtes un peu nombreux. N'hésitez pas à poser vos questions dans le question-réponse. Donc, et si vous avez d'ailleurs, c'est l'occasion dans ces… si vous avez des questions sur les travailleurs indépendants, puisque donc vous avez bien compris, on est sur un public difficile à contacter, qui ne demande pas forcément de l'aide et pour lequel donc l'offre de demain est censée permettre de prévenir la désinsertion professionnelle. Donc voilà. Et nous avons une précision dans le question-réponse sur une adhésion à 105 € hors taxe, c'est précis, dans les Vosges. Voilà. Donc, on n'a pas répondu à la main levée. N'hésitez pas, si même si vous la posez par la suite, on reviendra dessus. Donc, n'hésitez pas à utiliser le question-réponse. Merci pour ce premier volet donc, sur les travailleurs indépendants. Je vous propose de poursuivre sur les travailleurs intérimaires. Alors là, sur le travail intérimaire, donc on parle de travailleurs sous contrat de mission, donc avec une entreprise de travail temporaire, mis à disposition d'une entreprise utilisatrice. Alors on est sur des contrats alors à durée déterminée entre guillemets, puisqu'il ne faut pas le confondre avec les CDD classiques, mais qui peuvent être aussi des contrats à durée indéterminés d'intérim, donc qui ont des particularités, mais qui sont aussi des contrats proposés. Alors, on va revenir sur ces notions de contrat juste après. Peut-être, Madame Visser, simplement pour resituer, l'intérim aujourd'hui, ça représente quoi en termes de personnes, en termes de… Quelques données de repère. Je ne vous entends pas. C'est moi qui n'entends plus personne ou Non, Madame Visser, ouvrez votre micro parce qu'on ne vous entend pas du tout, s'il vous plaît. Excusez-moi, voilà, ça y est, excusez-moi. Donc, je disais qu'effectivement, ce qui caractérisait le travail temporaire, hein, bonjour à tous, voilà, c'était vraiment cette notion, voilà, de relation triangulaire entre l'agence d'emploi, le travailleur, le salarié intérimaire et puis l'entreprise utilisatrice. Et on le sait, donc le salarié intérimaire va être délégué sur différentes missions et peut aussi, au-delà, signer un CDI, donc avec son agence d'emploi, où là, il sera sur l'exécution effectivement de missions successives. Alors, j'ai voulu aussi vous donner quelques chiffres sur l'intérim en région Grand Est, hein, pour resituer. Donc, ce sont des chiffres de 2021. Donc, effectivement, il y a déjà 955 agences d'emploi donc sur le Grand Est, et le Grand Est concentre 8,4% des effectifs intérimaires du niveau national. Donc, on est voilà, en 2021, on a pratiquement 230 000 salariés intérimaires qui ont effectué une mission, une ou plusieurs missions.
Et puis, on le sait, ça va être essentiellement sur trois secteurs d'activité, donc le transport, le BTP et également donc tout ce qui est service administratif. Donc, on voit aussi que dans les intensités de mission, c'est tout à fait irrégulier, puisque sur ces 230 000 intérimaires, on va en avoir 23% qui vont être sur des intensités de mission importantes, puisqu'ils vont réaliser plus de 800 heures de mission sur une année. Et au contraire, on va avoir à peu près dans les mêmes proportions des salariés intérimaires qui vont réaliser moins de 50 heures sur l'année. Donc, vous voyez un petit peu le différentiel. Et on le sait aussi, les 82% des salariés intérimaires vont vraiment être délégués dans des entreprises utilisatrices de taille moyenne, donc entre 10 et 49 salariés intérimaires. Alors, juste pour finir aussi dans les chiffres, on est beaucoup sur une population d'hommes, puisque 66% des intérimaires sont des hommes pour 34% de femmes. Hein, ça, c'est le Grand Est et en général aussi au niveau national. Et puis, on est voilà, sur 35% de salariés intérimaires qui ont moins de 25 ans et ensuite 45% sur une tranche d'âge de 25 à 45 ans. Et comme j'ai évoqué aussi le CDI intérimaire, à ce jour, donc il a été déployé en 2014. À ce jour, sur le Grand Est, on a quasiment 7500 salariés intérimaires qui sont en CDI. Alors ça, c'est effectivement le travail temporaire. Et puis, je voulais enchaîner aussi avec l'environnement du travail temporaire, puisque ce sont aussi différents acteurs de branche, et notamment donc le FAST, hein, le Fonds d'action sociale du travail temporaire, donc qui est vraiment la plateforme d'animation de la politique sociale du travail temporaire. Donc le FAST, nous sommes un organisme paritaire. Nous avons été une association créée en 1992 et on est vraiment financé par l'ensemble des enseignes, l'ensemble des agences d'emploi. C'est une cotisation obligatoire et avec ces fonds-là, donc nous allons délivrer des aides et des services uniquement à destination des salariés intérimaires, donc vraiment pour sécuriser les parcours de vie et d'emploi. Donc voilà, sécuriser les missions avec des locations de véhicules, des services de garde d'enfants. On va intervenir sur les projets de vie des intérimaires pour les accompagner sur du logement, la recherche de financement. Donc on est vraiment sur beaucoup de volets de façon à vraiment apporter des avantages, faciliter, donc sécuriser le parcours des salariés intérimaires. Et puis le FAST aussi pilote les régimes de mutuelles obligatoires de prévoyance aussi pour les salariés intérimaires. Alors pour voilà, faire le lien aussi avec ce qui nous amène aujourd'hui, le FAST met en œuvre aussi le plan de prévention de la branche hein, sous l'égide de la CPNSST, donc la Commission paritaire nationale pour la santé et la sécurité au travail. Donc voilà, le FAST est à même de vraiment proposer beaucoup d'outils aux agences d'emploi aussi pour parler justement santé, sécurité, prévention auprès des salariés intérimaires. On a une tournée qui va directement à la rencontre des salariés intérimaires pour évoquer tous ces sujets-là. Et puis, on a aussi un axe qui est vraiment prioritaire et c'est notamment celui de prévenir la désinsertion à la fois sociale et professionnelle des salariés intérimaires, donc au travers d'un service tout à fait spécifique qui s'appelle SOS Accident du travail. Donc, on est à la fois, voilà, on accueille hein, sur un numéro particulier les agences d'emploi, les salariés intérimaires, les proches des salariés, d'autres acteurs aussi peuvent nous appeler sur cette plateforme. On fait aussi, nous, des appels sortants à destination des intérimaires, puisque comme on gère la prévoyance, on peut identifier des intérimaires qui sont en arrêt depuis plus de 30 jours et se rapprocher d'eux. Et comme le disait Madame Regnault tout à l'heure, c'est vrai qu'ils vont pas toujours nous dire qu'ils ont besoin de nous tout de suite. Et ça, c'est vraiment le cœur hein, du travail de l'action sociale. Donc, et là, c'est vraiment Anne, hein, je fais le relais avec toi, puisque c'est vraiment toi qui va pouvoir nous préciser ce que tu fais au quotidien pour les salariés intérimaires.
Alors, on va y revenir. Merci beaucoup pour ce panorama du secteur et de ce que ça recouvre. Je reviens sur, puisque c'était le principe aussi sur l'heure du maintien, de revenir sur des dispositions de la loi du 2 août de prévention santé au travail. On a finalement assez peu de choses, donc des projets de convention avec des services de santé au travail autonomes et des entreprises de travail temporaire. On va revenir sur le fait que le FAS-TT n'a pas attendu la loi pour passer des conventions avec les services de santé au travail, et aussi des expérimentations d'actions de prévention collective. Alors, docteur Léonard, sur ces aspects-là, finalement, qu'est-ce qu'on peut dire de plus que ces expérimentations, d'ailleurs qui doivent être précisées par décret, si j'ai bien compris? Alors, je dirais que la partie expérimentation, je vais l'aborder dans un deuxième temps. En ce qui concerne le suivi des intérimaires par les services de prévention et de santé au travail autonomes, quand l'entreprise utilisatrice est dotée d'un service autonome, nous l'avons largement anticipé dans le Grand Est, puisque dans tous les agréments des services autonomes depuis plusieurs années, nous demandons que les médecins du travail des services autonomes puissent suivre les intérimaires. Alors, le côté très positif, c'est qu'effectivement, le médecin du travail de service autonome connaît bien les postes de travail où vont être affectés les intérimaires, et donc en matière de prévention et aussi d'information sur les risques professionnels, ils sont les mieux placés. En ce sens, un certain nombre de services autonomes, je dirais, nous ont suivis et dorénavant suivre les intérimaires. En même temps, il y a quelque chose qui va dans le sens de la fidélisation des intérimaires, c'est-à-dire que quand ils sont suivis par le service autonome, on va vraiment bien plus souvent avoir des intérimaires avec des contrats qui sont de plus de 6 mois, voire d'1 an, voire de 18 mois. Et puis après, si tout se passe bien, ils peuvent avoir un contrat CDD, voire CDI dans la même entreprise utilisatrice. Donc, voilà, la loi a acté de ce fait, mais je dirais, nous étions déjà dans cette démarche depuis fort longtemps. Alors, en ce qui concerne l'expérimentation d'actions de prévention collective, nous avons abordé ce point lors de notre dernière réunion du groupe de travail du plan régional santé-travail 4. C'est le groupe 7, auquel participent un certain nombre d'acteurs ici présents, notamment le FAST. Et effectivement, dans le Grand Est, il n'y avait pas eu d'expérimentation en ce sens. Alors, je veux quand même souligner tout de suite qu'il ne s'agit pas d'expérimentation d'action collective qui viendrait se substituer au suivi individuel. C'est bien en plus du suivi individuel habituel, qui est soit une VIP quand l'intérimaire est en suivi individuel simple, soit un examen médical d'aptitude quand l'intérimaire est en suivi individuel renforcé. Mais je dirais que c'est permettre de rassembler un certain nombre d'intérimaires qui réalisent la même activité avec des risques similaires pour faciliter l'échange et les zooms qui seront faits sur certains risques particuliers et leur prévention. Donc jusqu'à présent, en Grand Est, il n'y avait pas eu d'expérimentation. Là, nous avons acté, en tout cas, un médecin du travail s'est proposé pour tenter ces expérimentations. Alors,
on va dire qu'il y a peut-être des situations plus faciles que d'autres. Si on est dans un service autonome avec un certain nombre d'intérimaires, il est bien évident que rassembler les intérimaires qui sont affectés à des postes similaires, c'est facile, c'est jouable et ça peut s'intégrer même dans le parcours d'accueil et de formation de l'entreprise utilisatrice service autonome. Je dirais qu'on va tester là dans une entreprise utilisatrice qui n'a pas de service autonome, donc qui adhère à un service interentreprise, et le médecin du travail va proposer que soient rassemblés dans un lieu dédié de l'entreprise utilisatrice des intérimaires, un groupe d'intérimaires, pas trop important, mais suffisant pour pouvoir déployer une sensibilisation, information sur des risques spécifiques. Donc, ça va être testé et après, on verra la faisabilité de diffusion. Alors, ensuite, là où ça devient plus compliqué, c'est quand on a des intérimaires qui travaillent dans plusieurs entreprises utilisatrices, certes à des postes qui sont voisins, mais enfin à des emplois, puisque c'est le terme consacré pour les intérimaires, mais donc sur des emplois voisins avec des risques voisins. Et la question se pose, mais qui va les rassembler? Et là, très clairement, nous avons souligné que le seul qui pouvait le faire, c'est l'agence d'emploi, hein, donc l'entreprise de travail temporaire, parce qu'elle sait, je dirais, où sont les intérimaires. On s'est posé la question de, mais à quel moment? Parce qu'il est peu probable que les entreprises utilisatrices multiples, des 10 intérimaires par exemple, les libèrent sur un créneau à définir en temps, mais peut-être d'1 heure dans un autre lieu que chez eux. Hein. Et troisièmement, s'ils sont hors mission, seront-ils rémunérés, hein, ou pas? Et s'ils ne sont pas rémunérés, il y a de forts risques qu'ils ne viennent pas. Hein. Donc, du coup, il y a des questions qui ne sont pas tranchées, mais le même médecin du travail qui a décidé de tester avec une entreprise utilisatrice va se rapprocher d'une agence d'emploi pour voir la faisabilité. Et nous, dans le groupe de travail, nous verrons ce qui est duplicable, reproductible ou pas, quels ont été les freins et les possibles. Donc, voilà où on en est, mais on a avancé. C'était la semaine dernière à notre réunion. On a avancé, ce qui nous permet de vous présenter ce qui va se mettre en place. Merci beaucoup. Du coup, j'en profite aussi pour revenir sur la notion de contrat, puisque une particularité donc sur le travail intérimaire, vous l'avez dit, c'est la logique de mission. Alors souvent on se dit le lien avec l'employeur se termine à la fin de la mission. Alors c'est pas tout à fait ça. Est-ce que Madame Bisser ou Madame Lamancia, est-ce que vous pouvez nous redire finalement, nous resituer ces logiques de lien mission hors mission et de lien contractuel? Oui, alors je prends la main, Véronique. Oui, tout à fait. Donc, bonjour à toutes et à tous. Le Fonds d'action sociale du travail temporaire a la mission d'apporter son soutien à tous les salariés intérimaires qui sont reconnus intérimaires pour le FEST. Et pour le FEST, un salarié intérimaire, c'est une personne qui va avoir une certaine intensité en intérim, même si elle n'est pas sous contrat intérimaire au moment où elle fait appel au service. Donc, le FEST, c'est plus un service d'action sociale. Dans ce service social, on a des assistantes sociales qu'on dit généralistes, qui peuvent intervenir pour ce que Véronique a pu présenter précédemment. Et puis, on a aussi le service donc SOS accident du travail qui va intervenir avec différents angles. Un premier angle plus immédiat quand il y a une difficulté
un accident de travail ou une maladie professionnelle immédiate. Et puis, il va y avoir aussi un accompagnement plus sur le long terme. Et c'est pour ces accompagnements sur le long terme où, en fait, c'est la mission maintien dans le projet professionnel qui entre en action. C'est des assistantes sociales qui accompagnent les salariés et on peut intervenir pour des personnes qui ne sont pas sous contrat de mission intérimaire, mais qui ont eu une certaine intensité. Et pour nous, une certaine intensité, c'est des personnes qui ont minimum 414 heures d'intérim sur les 12 mois avant leur problématique de santé. Donc, on va pouvoir accompagner des personnes qui sont en situation d'accident de travail ou de maladie professionnelle, mais aussi des personnes qui ont une problématique de santé qui risque d'avoir un impact sur leur employabilité. D'ailleurs, je fais le lien. Alors, je vais revenir sur les contrats, mais je refais le lien avec la logique de rapport à la santé au travail. Donc, simplement pour redire, et si j'ai bien compris encore, le lien avec le service de santé au travail, il se fait lors d'une mission, donc avec le service de santé au travail de l'entreprise utilisatrice. Et hors mission, du coup, c'est là où c'est une particularité, c'est qu'il n'y a plus de service de santé au travail, sauf convention passée. Finalement, là, on évoquait des conventions avec les services autonomes, mais le FAST passe aussi des conventions avec les services de santé au travail, notamment pour le retour à l'emploi après arrêt ou des choses comme ça, ou accident. Oui. Alors, juste pour resituer un petit peu, même si je pense qu'on a bien le contexte, les salariés intérimaires ont la spécificité d'être un public, une population qui est assez précaire. Il y a 72% des personnes intérimaires en France qui ont un niveau CAP ou inférieur à ce niveau. Et ça explique aussi le fait que le FAST souhaite intervenir le plus précocement possible quand il y a un risque de rupture au niveau professionnel dû à une problématique de santé. Donc, les assistantes sociales du FAST, on intervient le plus tôt possible pour aider la personne à être dans un cheminement, dans la construction d'un nouveau projet professionnel quand c'est nécessaire. Et justement, pour les personnes qui vont avoir eu, par exemple, un accident de travail en mission d'intérim, souvent, le contrat d'intérim prend fin pendant la période d'accident de travail, puisque la période d'arrêt va être souvent plus longue. Pour ces publics-là, il y a un petit peu un vide juridique, puisque elles sont encore pour nous considérées comme des intérimaires, mais elles n'ont plus de contrat de travail qui les lierait à une agence d'emploi et donc à un service de santé au travail. Donc, nous, les assistantes sociales, en fait, on va s'appuyer sur le droit commun, tous les partenaires de droit commun qui existent et les services de santé au travail inter-entreprises la plupart du temps, et on va essayer de négocier pour qu'ils puissent quand même recevoir les intérimaires. Il y a certains services qui acceptent de les recevoir gratuitement, d'autres où il y a un paiement au forfait sur l'année, donc c'est possible. Et puis quand il y a des blocages, le FAST peut venir financer des visites qu'on appelle des visites de retour à l'emploi, qui ont été pensées dans l'accord de branche de 2017. Et là, il y a un conventionnement qui peut être fait pour que ce soit finalement le FAST qui soit comme porteur pas vraiment du contrat, mais c'est le FAST qui va faire la demande de visite de retour à l'emploi. Et donc, c'est l'assistante sociale, en fait, qui prescrit, qui demande cette visite. Et c'est toujours dans une optique de favoriser l'employabilité sur le long terme et de pouvoir être dans une réflexion du projet professionnel. Donc, ça peut être quand une personne est en arrêt et n'a pas encore la visibilité pour savoir si elle va devoir penser à un projet de reconversion. Donc, une visite peut permettre de faire le deuil, en fait, de l'ancien métier, des anciens emplois occupés,
Ça peut aussi, dans certaines situations, permettre de valider des projets, puisque le FAST peut aussi financer des bilans de compétences pendant l'arrêt ou en dehors de l'arrêt. Et à ce moment-là, les avis des médecins du travail sont vraiment importants, puisqu'ils permettent de penser des projets qui soient réalistes en fonction de l'état de santé des personnes. Et puis, quand les personnes sont plus en arrêt, ça permet aussi d'avoir un avis favorable pour pouvoir suivre des actions de formation, par exemple. Alors, petite précision aussi, une particularité du point de vue de l'aptitude qui est considérée non pas sur un poste donné, mais sur des types d'emplois, c'est ça? Oui, en fait, pour les intérimaires, les médecins du travail valident des aptitudes sur 3 emplois. C'est pour faciliter la mise en mission, en fait, pour qu'ils ne soient pas obligés de refaire passer des missions quand il y a des emplois un petit peu différents sur lesquels les intérimaires sont placés. Et un autre dispositif que le FAST peut mobiliser pour favoriser justement ces transitions professionnelles, c'est le contrat d'alternance reconversion qui peut être délivré par les assistantes sociales du FAST. Donc, on donne une attestation d'éligibilité aux intérimaires qu'on accompagne, donc qui sont en accident de travail ou maladie professionnelle et qui ne pourront plus retourner travailler sur leurs emplois. Et la particularité du CAR, donc du contrat d'alternance reconversion, c'est que le salarié intérimaire peut proposer à son agence d'emploi habituelle ou à toute autre agence d'emploi qu'elle lui porte ce contrat, qu'elle soit porteuse du contrat de mission formation finalement de CAR, pour que la personne puisse se former. Donc, le CAR peut durer maximum 12 mois. Et comme l'entreprise de travail temporaire doit s'engager à proposer une mission en lien avec la formation sur les 12 mois, la formation peut durer de 1 heure jusqu'à 8 mois. Et donc, l'intérêt pour toutes les parties, c'est que l'intérimaire se forme à un nouveau métier. L'entreprise utilisatrice a le temps de faire connaissance, et l'entreprise de travail temporaire aussi, de faire connaissance avec l'intérimaire. Elle le fidélise. Et les coûts de formation sont pris en charge, sont remboursés en fait par Acto, c'est l'OPCO du travail temporaire, et le salarié est payé, il est rémunéré comme s'il était en mission, mais l'agence d'emploi est intégralement remboursée des salaires versés si elle peut prouver qu'elle a fait une recherche de mise en mission suite à l'action de formation, et cette recherche de mission, elle doit correspondre à 1/3 du temps de formation. Donc, moins la formation est longue, moins la recherche l'est également. Voilà. Donc, Vous évoquez, donc on comprend bien à travers vos exemples que on est plus souvent sur des logiques de reconversion que de maintien dans l'emploi. Cela dit, vous avez aussi des entreprises utilisatrices qui, vous avez utilisé le terme de fidélisation, ça avait été évoqué aussi auparavant par le docteur Léonard. Donc on a aujourd'hui des entreprises utilisatrices qui ont qui font des actions de maintien pour des travailleurs temporaires, alors même que les missions ont été remises en cause par un événement de santé. Oui. Oui. Mais en fait, tous les dispositifs de droit commun peuvent être normalement mobilisés en intérim, même si il faut quand même qu'il y ait un certain nombre d'heures sur la mission, parce que, par exemple, il y a déjà eu des essais encadrés réalisés dans des entreprises utilisatrices qui étaient volontaires et qui connaissaient l'intérimaire.
des contrats d'alternance reconversion qui ont pu être signés aussi grâce à des entreprises utilisatrices qui avaient pu connaître, par exemple, un intérimaire qui travaillait en tant qu'aide-manœuvre dans le BTP et qui avait le souhait de se reconvertir pour devenir conducteur de grue. Et comme l'entreprise de travail temporaire savait déjà qu'elle avait une entreprise utilisatrice sur laquelle se reposer pour proposer des missions par la suite, ça facilitait grandement justement le maintien finalement en emploi, même si ça reste de l'intérim. Hein. Et du coup, on a quand même des habitudes d'entreprise en lien avec le travail temporaire qui sont à vision longue durée. Enfin, on pense parfois à tort que le travail temporaire, c'est vraiment des situations provisoires. On a des entreprises utilisatrices qui fonctionnent aussi avec du travail temporaire, avec des approches de longue durée, même s'il y a de la pérennisation sur les emplois également. Oui, même si il y a quand même aussi... j'entends des bruits, je ne sais pas si ça... Est-ce que les micros peuvent être coupés? Merci. Même s'il y a quand même des situations d'intérim où c'est difficile de compter sur les anciennes entreprises utilisatrices. Oui, tout à fait. Et pour ces situations-là, on va essayer quand même de travailler le projet. C'est là où vous travaillez sur la reconversion plutôt et d'autres projets, projets professionnels. Oui. Et où on s'appuie sur les acteurs de droit commun, comme les assistantes sociales de la CARSAT, avec le Cap Emploi. Le FAST, la particularité, c'est qu'on va accompagner les personnes en dehors de tout statut autre que l'intérim. Par exemple, une assistante sociale CARSAT va pouvoir intervenir pour une personne qui est en situation d'arrêt. Le Cap Emploi, c'est un petit peu particulier parce que ils ont plusieurs axes d'intervention, mais l'axe sur lequel les intérimaires vont le plus souvent réussir à être pris en charge, c'est l'axe insertion, puisque le Cap Emploi va attendre que les personnes soient inscrites au Pôle emploi et reconnues travailleurs handicapés avant de pouvoir les accompagner. Donc, c'est vrai que nous, on essaye à distance de pouvoir coordonner un petit peu les actions et essayer de faire le lien. C'est vrai qu'au niveau du Cap Emploi, par exemple, les intérimaires gagneraient à pouvoir bénéficier de référents pendant l'arrêt sur l'axe maintien en emploi, parce que il y a quand même des choses qui peuvent être faites aussi par leur appui. Oui, alors c'est là où on touche vraiment la spécificité du travailleur intérimaire dans la logique générale, l'économie générale, la prévention de la désinsertion professionnelle, c'est que il faut un contrat. On est sur des logiques de disponibilité pour faire des actions, mais aussi de contrat de travail et parfois on n'a pas tous les éléments pour que ça rentre dans les cases. Donc effectivement, c'est une réflexion intéressante d'arriver à déborder un peu le cadre général pour arriver à faire du suivi plus fin sur les travailleurs intérimaires et d'anticiper sur les situations, effectivement, y compris d'inscription au chômage et des besoins de reconversion, puisque théoriquement, si on prend l'activité des Cap Emploi, on a tous les champs qui sont couverts par l'activité des Cap Emploi, du maintien dans l'emploi, le conseil en évolution professionnelle et l'accompagnement vers l'emploi. Donc, on a toutes les dimensions qui sont couvertes, mais pas toujours les bonnes cases cochées sur le sujet. Docteur Léonard, est-ce que de votre point de vue, il y a des enjeux particuliers sur les travailleurs intérimaires pour demain, des sujets à travailler en particulier? Alors, il y en a énormément, hein, donc c'est pas par hasard que nous avons consacré tout un groupe de travail sur cette réflexion. Il y a notamment aussi des problématiques de traçabilité des expositions, je dirais, on sait que les intérimaires, globalement, sont plus exposés que les travailleurs en CDI, hein, sur un certain nombre de risques, dont les risques cancérogènes. Donc,
voilà, on a vraiment un vrai travail de fond à mener pour améliorer à la fois les informations entre agences d'emploi et services de prévention et de santé au travail, mais aussi la connaissance des postes au niveau des entreprises utilisatrices et donc pour pouvoir mieux assurer la traçabilité. Alors, je voulais juste peut-être compléter et vous me direz si je fais une erreur, mais dans l'accord étendu de branche du travail temporaire, quand un salarié intérimaire est victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle dans une entreprise utilisatrice et que à un moment donné, effectivement, il y a besoin que le médecin du travail le voie en visite de reprise alors qu'il n'est plus en mission. Je dirais, il est prévu que le médecin du travail, s'il envisage une inaptitude au poste qui était occupé au moment de la mission, il ne se prononce pas sur les 3 emplois, il se prononce bien sur le poste occupé dans l'entreprise utilisatrice qui a entraîné l'AT ou l'AMP. Je pense que c'est important qu'on le précise pour les médecins du travail qui sont présents. Et est-ce que vous pouvez me dire si mon analyse est juste et en tout cas les conseils que je donne bien avant finalement, depuis l'accord étendu de branche, à tous les médecins du travail quand ils avaient une demande de visite de reprise alors que le salarié, enfin, l'intérimaire n'était plus en mission. Alors, je vais vous répondre de mon point de vue d'assistante sociale, de mon expérience, mais je ne suis pas persuadée d'avoir la perception exacte de ce que le FAST a souhaité quand il a signé cet accord de branche. Moi, j'interviens sur le FAST depuis 10 ans et par le passé, pour pouvoir accéder à un dispositif de maintien, enfin de reconversion, le CIF reconversion, il y avait une obligation en fait d'obtenir un avis d'inaptitude du médecin du travail. Et par le passé, effectivement, c'était vraiment ce qu'on demandait aux médecins du travail quand on demandait les visites de reprise, qui étaient obligatoires à l'époque, une inaptitude au poste occupé au moment de l'accident de travail. Depuis que le CIF reconversion n'existe plus en l'état et que c'est plutôt le contrat d'alternance reconversion qui a été mis en œuvre, c'est plus tellement le besoin d'avoir cette inaptitude à l'ancien poste occupé, mais davantage d'avoir une vision sur l'employabilité de la personne et du coup de pouvoir, oui, se prononcer sur le poste qu'elle occupait, mais quand même sur sa capacité à pouvoir occuper un des 3 emplois sur lesquels l'entreprise de travail temporaire pourrait la dépêcher. Puisque c'est quand même ce critère-là de ne pas pouvoir retourner travailler sur un de ces 3 emplois qui fait que nous, on va travailler avec la personne pour qu'elle puisse faire des démarches pour se former à un nouveau métier. On sent qu'il y a merci un enjeu, pour cette précision. Et on sent qu'il y a un enjeu sur la suite du parcours, effectivement, à double titre, à la fois du point de vue de comme vous le dites, de l'employabilité, de la capacité à dépêcher à nouveau sur des missions au titre du travail temporaire, mais aussi dans la suite du parcours, effectivement, de valider, y compris voilà, pour des conseillers Pôle emploi éventuellement ou des accompagnants par la suite, la possibilité de reproposer des types d'emplois, des emplois de même type par la suite et de la répercussion de l'accident ou de la maladie sur la suite du parcours professionnel. Donc, oui, c'est ça. On sent qu'il y a ça ouvre, à travailler. Oui. Oui, vous vouliez dire ça ouvre bien vers la mise en évidence de toutes les capacités restantes. C'est-à-dire que même si une porte est fermée sur un emploi donné, je prends par exemple un poste de cariste parce que l'accident du travail
et les séquelles qu'il a entraînées fait qu'il ne peut plus être soumis aux vibrations corps entier, cet intérimaire-là, je dirais qu'il a des capacités restantes et le médecin du travail, il est très important qu'il les précise pour effectivement réouvrir d'autres portes de formation ou reclassement possible. Tout à fait, parce que ces visites de retour à l'emploi ou de reprise, enfin, peu importe dans quel cadre, mais ces visites avec les médecins du travail, elles sont vraiment utilisées pour favoriser la reconversion. Donc, pendant un bilan de compétences, ça sert à pouvoir avoir des avis pour valider des projets A, B ou C. Et puis, ça sert aussi à pouvoir, quand le lien avec l'agence d'emploi est maintenu et il est bon, de pouvoir aussi interroger les agences d'emploi sur leurs besoins en main-d'œuvre, en fait, en tenant compte des capacités de la personne pour pouvoir construire quelque chose main dans la main. Eh bien, écoutez, on arrive au terme de cette heure du maintien. Pas beaucoup de questions. Une question de Nathalie David. Bonjour Nathalie. Que nous ne prendrons pas. Mais je propose quand même qu'on y réponde rapidement. Parce que je voulais en faire une heure du maintien spécifique, deuxième partie. Oui, mais on va quand même… Je pense que voilà, moi j'avais envie de répondre que le Conseil constitutionnel a supprimé un certain nombre de, je dirais, de dispositions de la loi retraite, dont la visite à 61 ans. Donc, voilà, je voulais juste dire ça parce que je ne pense pas que tout le monde les retenu. Donc, voilà, je m'arrêterai là. Réponse très courte. Donc, en gros, c'est plus un problème, cette question-là, c'est ça? Eh ben, en tout cas, sauf modification ultérieure, hein, mais en tout cas, par rapport à l'état de la loi travail, plusieurs dispositions, mais je pourrais le noter dans un de mes bulletins pour que tous les médecins du travail aient bien en tête je dirais, les dispositions qui ont été supprimées par le Conseil constitutionnel. Mais la visite à 61 ans, qui les concerne particulièrement, et dans celles qui sont supprimées. Voilà, en tout cas, nous avons bien en prévision de faire une heure du maintien sur deuxième partie de carrière et fin de carrière, donc à suivre, on verra si on le met en place effectivement. Mais merci pour ce matin. Donc, en très résumé, parce qu'on a compris que évidemment toutes les actions de prévention de la désinsertion professionnelle étaient mobilisables sous condition que tout soit réuni pour pouvoir les mettre en œuvre. Mais voilà, du côté des indépendants, donc on a bien un recours à la médecine du travail, mais à la fois sur volontaire et selon l'offre des services de prévention et de santé au travail. Le recours au dispositif de prévention de la désinsertion professionnelle de l'assurance maladie est éventuellement mobilisable, enfin bien évidemment mobilisable avec un certain nombre de mesures associées. Et puis le dispositif HELP, voilà, avoir aussi un peu en réflexe, qui peut être utile pour les indépendants, pour se reconnecter à leurs droits et toucher différentes caisses en même temps. Côté intérimaire, pareil, la médecine du travail, on est sur des logiques de quand il y a contrat, quand il y a mission ou quand il y a convention passée. L'intervention du FAST-TT, vous l'aurez compris, très utile et très présent sur ces questions de reconversion, de maintien dans l'emploi, de prévention de la désinsertion, avec un dispositif cadre, si j'ai bien compris, SOS accident du travail. On arrive au bout, vous aurez le replay qui sera mis en ligne sur la chaîne YouTube du PRITH. Il y aura une info à tout le monde au moment où c'est mis en ligne. Merci à toutes et tous. Et donc, on vous donne un rendez-vous. La date n'est pas encore arrêtée, mais on fera une information sur le prochain épisode de l'heure du maintien. Merci à vous. Au revoir à tous. Au revoir.
Merci, au revoir. Merci, au revoir.